Au 4-4, quand 8000 soldats allemands capturés en Bretagne furent envoyés travailler dans les fermes locales, ils étaient inconvaincus qu'on se moquait d'eux cruellement. Les gardiens français leur servaient de tramon du pain frais, du cidre et des repas chauds ramés 3 fois par jour. Une générosité si impossible à comprendre qu'ils cherchaient vers le piège. Mais pourquoi ces prisonniers nazis, élevés dans l'idéologie de la race supérieure, ne pouvaient-ils tout simplement pas croire que les Bretons arriérés les traitent non mieux que l'Allemagne ne traitait ses propres citoyens? AE accent circonflexe 1944. La guerre touchait à sa fin en Bretagne. Les soldats américains et les résistants français venaient de libérer la région après 4 longues années sous l'occupation allemande. Dans les rues de Rennes, les gens sortaient un temps fin de chez eux sans peur. Les drapeaux français flottaient maintenant à nouveau aux fenêtres. Mais la joie de la libération se mêlait à la dure réalité. La France manquait de tout. Les magasins étaient presque vides. Les gens avaient faim. Chaque famille recevait des tickets de rationnement pour acheter le peu de nourriture disponible. Un adulte avait droit à 350 grammes de pain par jour, 90 grammes de viande par semaine et 500 grammes de sucre par mois. C'était très peu. Dans ce chaos, les forces françaises et alliées avaient donc capturé environ 8000 soldats allemands dans la région de l'Orient. Ces hommes qui avaient occupé la Bretagne pendant 4 ans étaient maintenant prisonniers. Le gouvernement provisoire de la République française devait décider quoi faire d'eux. Selon la Convention de Genève signée en 1929, les prisonniers de guerre devaient en être traités avec humanité. La France respectait cette règle avec soin même si les Allemands ne l'avaient pas toujours fait avec les prisonniers français. Le camp de prisonniers de Rennes accueillait 2300 hommes parmi les 8000 capturés. Des baraquements en bois entourés de barbelés, des miradors aux 4 coins, des gardes français armés qui surveillaient jour et nuit. Parmi ces prisonniers se trouvait Hans Müller, un jeune caporal de 23 ans. Hans venait de Bavière dans le sud de l'Allemagne. Avant la guerre, il était boulanger dans le village de son père. Il avait aussi une petite sœur, Greta, qui n'avait que 8 ans quand il était parti à la guerre. Hans avait les cheveux blonds et les yeux bleus. Il mesurait 1,75, pas très grand mais solide. Ses mains étaient encore marquées par le travail du pain même après 2 ans de guerre. Il partageait sa baraque avec 30 autres soldats allemands. Klaus, son voisin de était fermier en Prusse. Wilhelm venait de Berlin et était professeur. Otto était mécanicien à Hambourg. Tous avaient cru à la victoire de l'Allemagne. Tous avaient écouté les discours de Hitler promettant 1000 ans de gloire. Maintenant, ils étaient avant prisonniers. La propagande nazie leur avait appris que les Français métantis étaient un peuple faible et décadent. On leur disait que la France était un pays arriéré, surtout la Bretagne avec ses paysans et ses pêcheurs. Les officiers allemands répétaient que les Allemands étaient une race supérieure destinée à dominer l'Europe. Hans avait cru tout cela. Pendant l'occupation, il avait vu les Français obéir aux ordres allemands. Il avait vu la peur dans leurs yeux. Cela semblait confirmer ce qu'on lui avait enseigné. Maintenant, les rôles étaient inversés. Hans était le prisonnier. Les Français étaient les vainqueurs. Dans sa tête, Hans s'attendait au pire. Les Allemands avaient été durs avec les populations occupées. Ils avaient pris la nourriture, envoyé des hommes au travail forcé en Allemagne, fusillé des résistants. Hans pensait que les Français allaient non joindre et se venger. La peur grandissait dans son ventre chaque jour. Le matin du 15 août, le commandant français du camp rassembla tous les prisonniers dans la cour. Le commandant Dubois était un homme de 50 ans, ancien officier de carrière. Il avait combattu en 1940, avait été prisonnier en Allemagne puis s'était évadé pour rejoindre la résistance. Il connaissait la guerre des deux côtés. Il monta sur une caisse pour que tous puissent le voir. Un interprète traduisait ses paroles en allemand. « Messieurs », commença le commandant. Hans fut surpris. On les appelait messieurs, pas prisonniers ou BCHE. La France a besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire. Selon la Convention de Genève, nous pouvons vous faire travailler. Vous serez payés, vous serez nourris, vous serez traités correctement. Les prisonniers se regardaient méfiants, payés, nourris. Cela semblait trop beau. Certains crurent tort qu'on se moquait d'eux en leur promettant un travail normal dans les fermes. Le commandant continua, vous recevrez 2000 calories par jour. Vous aurez droit aux soins médicaux. Vous pourrez écrire à vos familles. Le dimanche sera jour de repos. Hans n'en croyait pas ses oreilles. En Allemagne, les prisonniers soviétiques recevaient 800 calories par jour.
Beaucoup mouraient en cela de faim. Les prisonniers français en Allemagne travaillaient 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Demain, annonça le commandant. Les premiers sous-groupes partiront travailler dans les fermes bretonnes. Les paysans ont besoin d'aide pour les récoltes. Un murmure parcourut les rangs allemands. Les fermes, pas les mines, pas les usines. Klaus murmura à Hans. C'est un piège. Ils vont nous emmener quelque part et nous tuer. Ils se moquent donc de nous en parlant de ferme. Mais Hans observait le commandant du bois. L'homme avait l'air sérieux mais pas cruel. Les gardes français ne frappaient un peu pas les prisonniers. Ils leur donnaient et même des cigarettes parfois. C'étaient des étranges, très étranges. Cette nuit-là, Hans ne dormit pas. Il pensait au lendemain. Que allait-il leur arriver dans ces fermes bretonnes? Le lendemain matin, un camion militaire français attendait devant le camp. Hans monta un autre prisonnier. Klaus était avec lui ainsi que Wilhelm et Otto. Les gardes français des trains étaient entarmés mais détendus. Ils fumaient et parlant entre eux. Le camion roula pendant 1 heure sur des routes de campagne. Hans regardait par la bâche, la Bretagne défiler sous ses yeux, des champs verts, des vaches qui broutaient, des fermes en pierre grise. Tout semblait paisible. Pas de destruction comme en Allemagne où les bombardements alliés avaient détruit tant de villes. Le camion s'arrêta devant une grande ferme près de Pontivy. Un homme d'environ 55 ans les attendait. Il portait un bret noir, une chemise bleue et un pantalon de velours marron. C'était Yves Le Goff, le propriétaire. Il avait un visage rond et rouge, des mains larges de travailleur. Il souriait. Hans ne comprenait pas ce sourire. Pourquoi sourire à des ennemis? Bon les gars, dit Yves en français. L'interprète traduisit. On a 30 hectares de pommes de terre à ramasser. C'est du travail mais on va bien s'organiser. Vous commencez à 8 heures, pause à 10 heures, déjeuner à midi, vous finissez à 5 heures. H calculé dans sa tête. Et heures de travail seulement. En Allemagne, dans les usines de guerre, on travaillait 12 heures minimum. Encore une fois, sur Mion, il se demanda si on se moquait d'eux en les envoyant travailler comme des ouvriers normaux. Yves les emmena au champ. La terre était humide de la rosée du matin. L'odeur de la terre retournée montait aux narines. H se pencha et commença à ramasser les pommes de terre. Ses mains retrouvaient un rang des gestes familiers. Les pommes de terre bretonnes étaient grosses et nombreuses. Le sol était riche. H comptait mentalement. Ce champ devait produire au moins 35 quintaux à l'hectare. C'était énorme. En Allemagne, avec la guerre et le manque d'engrais, on était tombé à 15 quintaux. À 10 heures, Madame Le Goff arriva avec une carriole. Elle était petite et ronde avec un tablier à fleurs. Elle apportait du café chaud dans une grande bouilloire, du pain frais et du beurre, du vrai beurre jaune et crémeux. N'en avait pas vu depuis 2 ans. En Allemagne, sa famille utilisait de la margarine faite avec des huiles synthétiques. Il mordit dans le pain beurré. Le goût explosa dans sa bouche. C'était si bon qu'il faillit pleurer. Mangez, mangez, disait Madame Le Goff en souriant. Elle servait le café elle-même aux prisonniers. Klaus murmura à Hans, « Je ne comprends pas pourquoi nous donne-t-il de la vraie nourriture ?» Hans ne savait pas quoi répondre. Cela n'avait aucun sens selon ce qu'on leur avait appris. À midi, le vrai choc arriva. Madame Le Goff apporta une énorme marmite fumante. Une soupe épaisse avec des morceaux de lard, des pommes de terre, des carottes, des poireaux. L'odeur était incroyable. Chaque prisonnier reçut une assiette pleine, 300 grammes de pain frais et un verre de cidre bouché. Est-ce goûte à la soupe? Elle était riche, salée, parfaite. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée. Wilhelm, le professeur de Berlin, avait les larmes aux yeux. Ma famille en Allemagne mange moins bien que nous, prisonniers, dit-il doucement. C'était vrai. Les lettres d'Allemagne parlaient donc de 1200 calories par jour pour les civils, de files d'attente pour un peu de pain noir, de soupe claire à l'eau et au rutabaga. Les jours passaient et la routine s'installait. Chaque matin le camion, chaque jour le travail dans les champs ou les fermes, mais chaque jour aussi ces repas incroyables. Les fermières en breton ne gardent pas la bonne nourriture pour eux. Ils partagèrent. Un jour, c'était des crêpes au beurre avec de la confiture de fraises. Un autre jour, du poisson frais pêché à l'Orient, grillé avec des herbes.
Le dimanche, repos complet et parfois même un phare breton, ce gâteau dense et sucré aux pruneaux. Hertz découvrait aussi l'organisation de l'agriculture bretonne. Les coopératives laitières fonctionnant parfaitement. Celle de Pontivy produisait 500 000 litres de lait par mois. Les fermiers s'entraidaient pontadés pour les gros travaux. Les machines agricoles, bien que peu nombreuses, étaient à partager avec efficacité. Cette Bretagne qu'on lui avait décrite comme arriérée était en fait remarquablement organisée. Un soir, Yves Le Goff s'assit près de Hans pendant la pause. Il sortit sa pipe, l'alluma lentement. « Tu sais, dit-il dans un français lent pour que Hans comprenne. Mon fils est prisonnier en Allemagne depuis 1940. Hans baissa les yeux, honteux. Mais continua Yves. Ce n'est pas toi qui l'as fait, prisonnier. Tu es un gars comme lui, loin de chez toi. Hans commençait à comprendre quelque chose d'important. Ces Bretons ne le voyaient prendre pas comme l'ennemi allemand, mais comme Hans, un jeune homme qui travaillait dans leur champ. Ils avaient vengardé leur humanité malgré 4 ans d'occupation. C'était impossible à comprendre pour quelqu'un élevé dans l'idéologie nazie où l'ennemi devait être écrasé sans pitié. Le plus troublant était le salaire, 15 francs par jour comme les ouvriers agricoles français. Hans pouvait acheter du tabac, du savon, du papier à lettres à la cantine du camp. Il envoyait même un peu d'argent à sa famille en Allemagne. Un prisonnier qui gagnait de l'argent et l'envoyait chez lui. En Allemagne, les prisonniers russes mouraient par milliers dans les camps, sans salaire, sans nourriture suffisante. Chaque soir, en rentrant au camp, Anne et ses camarades parlent un an de leur journée. Tous vivant la même chose dans différentes fermes. Tous étaient introublés. Auto-résumé le sentiment général, soit les Français sont fous, soit tout ce qu'on nous a raconté était faux. Hans penchait de plus en plus pour la deuxième option. La France vaincue militairement semblait plus prospère et plus humaine que l'Allemagne supposée victorieuse. Comment était-ce possible ? L'hiver arriva sur la Bretagne, décembre 1944. La neige tombait parfois sur les champs. Hans travaillait maintenant dans la grange de la ferme Legf, réparant les outils, préparant le bois pour l'hiver. Il parlait un peu français maintenant. Quelques mots simples appris au contact des fermiers. Yves Le Goff lui avait même prêté un vieux dictionnaire français-allemand. Le soir, à la lueur de la bougie dans sa baraque, Hans apprenait de nouveaux mots. Le 23 décembre, Yves Le Goff s'approcha de Hans et Klaus qui travaillèrent dans l'étable. Les vaches soufflaient le harme de la vapeur blanche dans l'air froid. L'odeur du foin et du lait chaud remplissait l'espace. « Demain, c'est le réveillon de Noël, dit Yves lentement. Ma femme et moi, on aimerait vous inviter à dîner avec nous. » Hans crut avoir mal compris. Il regarda Klaus qui semblait aussi surpris. « Nous inviter pour Noël ?» demanda Hans dans son français hésitant. « Oui, » confirma Yves. « Vous êtes loin de vos familles. Personne ne devrait être seul à Noël. » Hans sentit sa gorge se serrer en Allemagne, on lui avait appris que les Français en étaient des êtres inférieurs. C'est car on sent vraie valeur chrétienne et voilà qu'un fermier breton invitait ses prisonniers ennemis à sa table de Noël. Klaus et Hans acceptèrent ne sachant pas trop quoi penser. Le 24 décembre au soir, un garde français les accompagnait à la ferme. Il faisait nuit noire. Les étoiles brillaient dans le ciel clair. De la cheminée de la ferme montait une fumée blanche. Par les fenêtres, on voyait la lumière chaude des lampes à pétrole. Hans frappa à la porte. Madame Léof ouvrit, souriante. « Entrez, entrez, vous allez prendre froid. » La maison sentait bon. Un mélange de pain qui cuit de viande rôtie de pommes cuites, un grand sapin décoré de rubans rouges et de pommes de pin dorées trônées dans un coin. Sur la table, une nappe blanche brodée. Les plus belles assiettes de la famille. Hans n'en croyait pas ses yeux. C'était une vraie fête de Noël comme avant la guerre. Les deux fils, le Goff, étaient là. Pierran qui avait rejoint la résistance l'année précédente et Jean 16 ans qui aidait à la ferme. Ils regardaient les Allemands avec curiosité mais sans haine. La grand-mère était là aussi, assise près du feu. Elle tricotait en les observant de ses petits yeux vifs. « Asseyez-vous, dit Yves en montrant 2 chaises. Anne et Klaus s'assirent raides, mal à l'aise, mais Madame Le Goff apporta du cidre chaud aux épices. L'odeur de cannelle et de clous de girofle montait de la tasse. Hans but une gorgée. C'était délicieux et réconfortant. Peu à peu, il se détendit. Le repas commença. D'abord des huîtres de Cancale.
Anne n'en avait jamais mangé. Yves lui montra comment les ouvrir, comment les manger avec un peu de citron. Le goût de la mer explosa dans sa bouche. Puis vint la soupe de poisson avec de la rouille et des crouons. Ensuite un chapon rôti avec des marrons et des légumes. La viande était tendre et juteuse. Les marrons fondaient un peu sur la langue. Hans mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Il pensait à sa famille en Allemagne. Sa mère avait écrit que pour Noël, ils auraient peut-être un peu de viande de cheval et des rutabages. Ici, il mangeait comme un roi. Les larmes montèrent à ses yeux. Il essaya de les cacher mais Madame Le Gouff les vit. Elle posa doucement sa main sur son épaule. « Je sais, dit-elle simplement. C'est dur d'être loin des siens à Noël. » Ce geste simple brisa quelque chose en Hans. Les larmes coulèrent sans rang sur ses joues. Il pleurait pour la première fois depuis qu'il était prisonnier. Il pleurait de honte, de confusion, de gratitude. Klaus aussi avait les yeux humides. Yves servit un verre de calvados à chacun. « À la paix, dit-il en levant son verre. À la paix, répétèrent-ils tous, après le repas, une bûche de Noël maison de la Génoise roulée avec de la crème au beurre et au chocolat. Un luxe inimaginable en ces temps de guerre. Pierre, le fils aîné, raconta comment il avait fait sauter un pont pour empêcher les Allemands de fuir. Il le racontait sans haine, comme une histoire de guerre parmi d'autres. Jean parla de son frère prisonnier en Allemagne depuis 1940. Cresse Noël sans lui, dit Madame Legault tristement. Hans comprit alors l'énormité de ce qui se passait. Cette famille qui avait un fils prisonnier en Allemagne, un autre qui avait combattu les Allemands, accueillait à sa table de Noël 2 soldats allemands. Ils offraient leur meilleure nourriture, leur chaleur, leur humanité à ceux qui avaient été leurs oppresseurs. C'était impossible à comprendre selon tout ce que Hans avait appris. La grand-mère, un sang qui n'avait pas parlé de la soirée, se leva soudain. Elle alla vers Hans et Klaus. De sa poche, elle sortit 2 paires de chaussettes en laine. « J'ai tricoté ça pour vous, dit-elle. » De sa voix cassée. « Il fait froid dans les baraques. » Inde prit les chaussettes. Elles étaient épaisses, chaudes, parfaites. Cette vieille femme française avait tricoté des chaussettes pour des soldats allemands. Il ne put retenir ses sanglots. De retour au camp, Hans ne pouvait pas dormir. Il alluma sa bougie et prit son journal. Il écrivait depuis le début de sa captivité. Cette nuit-là, il écrivit Noël 1944. Tout ce qu'on m'a enseigné est faux. Les Français ne sont pas des êtres inférieurs. Ils sont peut-être même supérieurs à nous, mais pas comme nous l'entendions. Leur supériorité est dans le cœur, dans l'âme. Nous, la race supposée supérieure, nous crevons de faim en Allemagne pendant que les Français partagent leur nourriture avec leurs prisonniers. Nous avons perdu la guerre, oui, mais nous avons perdu bien plus. Nous avons perdu notre humanité. Les Français l'ont gardée. Il continua à écrire. Cette famille, Le Gouff, ces simples fermiers et bretons m'ont donné une leçon que 1000 défaites militaires n'auraient pu m'enseigner. La vraie force d'une nation n'est pas dans ses armes ou sa prétendue supériorité raciale. Elle essaie dans sa capacité à rester humaine, même dans l'adversité. La France a été vaincue militairement en 1940, mais elle n'a jamais perdu son âme. L'Allemagne a peut-être gagné des batailles, mais elle a perdu son âme en suivant Hitler. Hans pensa aux 4e prisonniers allemands en France. Combien vivaient dans la même révélation que lui? Combien découvraient que la propagande nazie était un mensonge? Dans toute la France, des fermiers, des ouvriers, des familles ordinaires traitaient toutes leurs anciens ennemis avec dignité. C'était cela la vraie victoire française. Transformer des ennemis fanatisés en hommes qui doutaient, qui questionnent en qui comprenaient H. Enfin, le lendemain, Hans retourna travailler chez Le Gouff. Yves lui serra la main comme chaque matin. Madame Legault lui donna un paquet. Les restes de la bûche, dit-elle avec un clin d'œil. Hans la remercia, la gorge nouée. Il savait maintenant qu'il ne serait plus jamais le même. La Bretagne, cette terre qu'on lui avait décrite comme arriérée, lui avait ouvert les yeux sur ce qu'était vraiment la civilisation. Mais 1946, le train roulait lentement vers l'Allemagne. Hans regardait par la fenêtre. La France défilait sous ses yeux pour la dernière fois. Les champs verts de la Champagne, les villages aux toits rouges, les clochers des églises. 2 ans de captivité se terminaient. Dans son sac, il portait 50 kilogrammes de provisions.
les avaient insistés, un jambon entier fumé dans leur cheminée, 10 kg de pommes de terre, du beurre salé breton enveloppé dans du papier ciré, des conserves de pâté, même une bouteille de calvados cachée sous les vêtements. Klaus était assis à côté de lui. Wilhelm et Gotto étaient dans le même wagon. Tous les prisonniers allemands rentraient chez eux. Certains chantaient non, d'autres restaient en silencieux. Hans faisait partie des silencieux. Il pensait à ce qu'il allait trouver en Allemagne. Les dernières lettres de sa mère dataient de 3 mois. Elle parlait de ruines, de faim, de froid. Munich avait été bombardé fois. Leur quartier était détruit à 70. Le train passa la frontière à Kehl. Hans vit les premiers soldats américains puis les premières villes allemandes ou ce qu'il en restait. Des montagnes de gravats, des murs noircis qui se dressaient comme des dents cassées, des femmes en noir qui fouillaient le lait des décombres, des enfants maigres aux yeux trop grands qui mendiaient près de la gare. Hans serra les poings, c'était pire que ce qu'il imaginait. À tout garde, changement de train. La gare était à moitié détruite. Les gens attendaient un teu sur l'Esque en ruine. Leurs vêtements étaient usés, râpiés. Leurs visages étaient des tétébrantes gris de fatigue et mal nourris. Une femme avec 3 enfants vendait des bijoux de famille contre un peu de pain. Un ancien soldat avec une jambe en moins jouait de l'accordéon pour quelques pfennigs. Hans pensa aux fermes bretonnes prospères, aux vaches grasses, aux enfants joufflus des Le Goff. Le train pour Munich était bondé, des réfugiés de l'Est fuyant l'armée soviétique, des prisonniers libérés comme Hans, des femmes cherchant leur mari disparu. L'odeur était terrible, sueur, crasse, désespoir. Hans serra son sac contre lui. Il sentait le jambon à travers la toile. Autour de lui, les gens avaient faim. Il n'osait pas ouvrir son sac. Munich enfin. Hans ne reconnut pas sa ville. La gare centrale était un squelette de métal tordu. La Marianneplatz, le cœur de la ville, n'était qu'un champ de ruines. L'église Frauenkirch n'avait plus de toit. Hans marcha dans les rues détruites. Ses pas résonnaient sur les gravats. Parfois, il devait escalader des montagnes de briques pour passer. L'odeur de poussière et de mort flottait partout, sa rue ou ce qu'il en restait. Sur 30 maisons, 7 tenayant encore debout. La boulangerie de son père était un tas de pierres. Hans chercha le numéro 15, la maison familiale. Elle était la part miracle debout, mais le toit était troué et les fenêtres cassées étaient ébouchées avec du carton. Hans frappa à la porte des pas. La porte s'ouvrit. Sa mère, elle avait vieilli de 10 ans. Les cheveux blancs, le visage creusé, les mains tremblantes. Elle le regarda comme si elle voyait un fantôme. Puis elle cria et le serra dans ses bras. Elle ne pesait rien. Hans sentait à travers sa robe usée. Mon fils, répétait-elle en pleurant. Son père apparut, lui aussi avait fondu. Ses joues étaient creuses, ses yeux enfoncés. Ils entrèrent dans la cuisine froide. Pas de chauffage, pas d'électricité. Une bougie éclairait la pièce. Sur la table leur repas du soir, une soupe claire avec quelques morceaux de rutabaga, cantés de pain noir par personne. C'était leur ration quotidienne. 1200 calories par jour pour les adultes. Hans ouvrit son sac, il sortit le jambon. Sa mère poussa un cri. Elle n'avait pas vu autant de viande depuis ans. Anne coupa de grosses poreuses tranches. L'odeur du jambon fumé remplit la cuisine. Son père mordit dedans et se mit à pleurer. Sa petite sœur Greta, maintenant 14 ans, mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Hans sortit le beurre, les pommes de terre, les conserves. Sa mère touchait chaque chose comme si c'était un trésor. « Comment as-tu eu tout ça ?» demanda-t-elle. Hans raconta la Bretagne, les GUF, les repas, la gentillesse. Ses parents l'écoutaient sans comprendre. « Ils vous ont nourri comme ça des prisonniers ?» Son père n'arrivait pas à y croire. « Mais nous, on affamait les prisonniers russes. Des millions sont morts. » Hancha la tête. « Je sais, papa, c'est pour ça que les Français ont vraiment gagné la guerre. Pas militairement, moralement. » Son père baissa les yeux, honteux. Les semaines passèrent. Hans chercha du travail. La boulangerie familiale était détruite et il n'y avait pas d'argent pour la reconstruire. Il trouva un emploi dans une boulangerie américaine qui nourrissait les troupes d'occupation. Le salaire était maigre, mais il y avait parfois du pain en surplus. Hans refusait de rejoindre les associations d'anciens combattants.
Leur discours revanchards le dégoûtant. Il n'avait rien appris. Un jour, Hans reçut une lettre de France. Les Le Goff lui écrivaient non. Leur fils était rentré d'Allemagne. Maigre mais vivant. Ils demandaient quoi des nouvelles de Hans. Ils envoyaient une photo de la dernière récolte. Hans leur répondit. Il raconta les ruines, la faim, mais aussi l'espoir de reconstruire. Une vraie Allemagne cette fois pas basée sur la haine et la prétendue supériorité raciale. En 1950, Hans ouvrit sa propre boulangerie. Petite mais propre. Il embauchit d'anciens prisonniers qui avaient un peu connu la même révélation que lui. Il faisait remplir du bon pain, pas cher pour les gens du quartier. Hans avait gardé la recette du phare breton de Madame Le Goff. Il le faisait parfois en se souvenant de la Bretagne. En 1955, H s'économisa assez pour retourner en France avec sa femme et ses 2 enfants. Le train traversa la frontière. Plus de ruines cette fois. L'Allemagne se reconstruisait. La France aussi. À la gare de Pontiville, Yves Le Goff les attendait. Il avait vieilli mais souriait toujours. Il serra H dans ses bras. « Mon ami allemand », dit-il simplement. Hans pleura. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi papa pleurait. À la ferme, Madame Leckf avait préparé un festin. Les fils étaient beaux là avec leur famille. Même la grand-mère, en maintenant, était là. Elle prit les mains de Hans. « Tu vois, dit-elle, on peut être ennemi un jour et ami le lendemain. C'est ça l'humanité. » Hans sacha la tête. Elle avait raison. Le soir assis sous le vieux pommier, Yves et Hans buvaient thé du Calvados. Tu sais, dit Yves, la vraie victoire de la France ce n'était pas de gagner la guerre, c'était de transformer des ennemis comme toi en amis. C'était de montrer qu'on pouvait rester humain, même dans les pires moments. Hans leva son verre. C'est la plus grande leçon de ma vie, Yves. Vous m'avez appris ce qu'était vraiment la civilisation. En 1985, Hans, maintenant grand-père, racontait toujours cette histoire à ses petits-enfants. Souvenez-vous, disait-il, un peuple qui garde ses valeurs humaines, même dans la défaite, est invincible. Les Bretons nous ont montré que la vraie force n'est pas dans les armes ou la domination. Elle est dans la capacité de voir l'humanité même chez son ennemi. J'étais parti en Bretagne comme prisonnier nazi convaincu. Je suis revenu comme homme. C'est ça la vraie victoire française. Transformer la haine en compréhension. L'ennemi en ami. C'est une leçon que le monde entier devrait apprendre. Hans mourut en 1992. Ses enfants envoyèrent une lettre au Le Goff. Pierre, le fils aîné maintenant chef de famille, répondit « Votre père était la preuve vivante que l'humanité peut triompher de la barbarie. Il a compris notre message. Nous sommes fiers d'avoir été ses amis. » La boucle était fermée. L'histoire continuait.